La Maison des Métallos présente de nouvelles rencontres inattendues autour des transitions sociétales et de l'urgence climatique. Confrontation d'idées, fabrique d'étincelles, déclencheurs d'utopie, appel à l'action, ces soirées associeront des sociologues, des philosophes, des activistes, des poètes, des scientifiques et des artistes pour des débats en public. Cette rencontre nous fait voyager en terre queer avec deux jeunes auteurs parmi les plus brillants de leur génération qui tous les deux analysent les apports immenses des luttes passées pour mieux éclairer le présent. Méconnu en France, le manifeste gay de Carl Whitman est l'un des textes fondateurs du militantisme gay et queer états-unien, écrit juste après les émeutes de Stonewall en 1969. Un peu plus d'un demi-siècle plus tard, l'auteur et militant Si le cerf Maulepoix revient sur l'importance stratégique de ce texte et en tire un contre-champ, réflexion poétique sur son propre parcours PD et les enjeux politiques qui le balisent. De son côté, Antoine Idier, avec l'auteur de bande dessinée Pochep, analyse la constitution et la transformation des identités LGBTQI+, ainsi que les cultures et les communautés permettant à des minorités sexuelles de vivre et résister dans une société hostile. PD, Gwyn, inverti, folle, autant d'insultes que les LGBTQI+, se sont réappropriés au fil de l'histoire pour revendiquer leur existence. Une rencontre programmée par Olivier Martineau et modérée par Zoé Sfez. Bonsoir à tous, merci à tous, à toutes, à tous d'être si nombreuses à être venues ce soir pour cette rencontre qui a été intitulée Héritage queer, et c'est un très beau titre qui pose en lui-même beaucoup de questions, on y reviendra. C'est un grand plaisir pour moi d'être là et d'animer cette conversation avec vous deux, Antoine, Si. Alors, tous les deux, vous publiez chacun un livre que vous retrouverez. Ces deux formats très beaux, deux très beaux livres, très importants, qui sont extrêmement différents, qui sont deux formats différents et qui viennent de deux démarches très différentes, mais néanmoins extrêmement nécessaires et, on pourrait dire, complémentaires. On en attend encore bien d'autres. Alors, Antoine Idier, tu es maître de conférences en sciences politiques, tu es un chercheur, et c'est une identité forte, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye, chercheur au CES DIP, et tu as déjà beaucoup écrit en tant que jeune chercheur extrêmement rutilant que tu es. Tu as publié Pureté, impureté de l'art, Michel Journiac et le sida, c'était aux éditions Sombre Torrent en 2020, et d'excellentes Lévi de Guy Hockenheim, qu'on recommande vivement ici, Politique, sexualité, Fayard, ça c'était en 2017. Et aujourd'hui, tu publies avec le dessinateur Pochep une collaboration entre les éditions La Découverte et Delcourt, ce livre qui s'appelle Résistance queer. Le terme queer est là aussi très présent, qui est un roman graphique, c'est ça le terme qu'on peut utiliser? Une bande dessinée? Une bande dessinée, on peut dire bande dessinée. Une bande dessinée. Et toi, Si, tu es auteur, traducteur, tu es enseignant aux Arts Déco et à l'EHESS. Tu as aussi beaucoup écrit, beaucoup traduit en t'intéressant à des figures, des auteurs qui viennent plutôt de l'autre côté de l'océan, mais pas que, évidemment. En l'occurrence, aujourd'hui, tu publies un manifeste gay, qui est une traduction d'un manifeste gay qui est paru en 1969 de Carl Whitman, qui a sorti d'un texte, c'est presque un triple texte. Il y a ce manifeste, sa traduction, un texte qui le présente, le resitue, qui esquisse un mouvement biographique, mais pas que. Et ensuite, tu y as adjoint ce que tu appelles un contre-champ, qui est un texte sublime, plutôt poétique, de fiction. On va revenir sur cet objet parce que c'est un objet très original, paru aux éditions du Commun. Tu avais déjà écrit beaucoup sur la question de l'écoféminisme, ou pas que d'ailleurs, tu avais travaillé sur Édouard Carpenter. Édouard Carpenter et l'autre nature, c'était en 2022 aux éditions du Passager clandestin. Tous les deux, vous arrivez d'endroits différents. Vous êtes les porteurs, des interrogateurs de ce terme, de cette histoire, de cet héritage, de cette mémoire. On va utiliser ces trois mots. Justement, ici, on a intitulé ça « Héritage queer ». Est-ce que c'est une question de mémoire, une question de transmission? Pourquoi
tous les deux, vous vous retrouvez à aller chercher des sources et inventer un peu des objets pour raconter cette histoire. D'où c'est parti chez chacun d'entre vous. Peut-être Antoine, qui est universitaire. À quel moment on se lance dans la recherche sur cette question-là? Est-ce qu'il y avait des espaces déjà? Déjà, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde. Et merci beaucoup d'être présent. Merci à la Maison des Métallos et à Olivier Martineau qui a programmé cette rencontre. Pourquoi En fait, j'ai commencé... Je crois que j'ai commencé à travailler, enfin j'ai commencé à travailler sur l'histoire LGBT quand j'étais étudiant en fait, ce qui coïncidait avec la réflexion sur ma propre identité sociale et politique en tant que gay, avec une forme de politisation, de réflexion sur la sexualité qui est allée de pair pour moi avec le fait de m'adresser à l'histoire et d'aller regarder l'histoire. Et j'ai commencé à faire des recherches historiques et c'est un peu comme ça que j'ai continué et qu'encore aujourd'hui je fais ces recherches historiques sur l'histoire de la sexualité, l'histoire des mouvements politiques, l'histoire de l'art et d'autres choses. Parce que pour moi en tout cas, et je crois que c'est pas seulement pour moi mais que c'est une expérience collective, c'est que être un minoritaire, et en l'occurrence être un minoritaire sexuel, appartenir à un groupe social constitué comme minoritaire par un certain nombre de rapports sociaux et de rapports de domination, oblige d'une manière ou d'une autre à se poser la question de l'histoire, à savoir se poser l'histoire de la domination, comment on est jeté au monde malgré nous dans des rapports oppressifs, des rapports violents, etc. Donc au fond, on n'a pas trop le choix, je crois, de se poser cette question. Mais en même temps, une histoire aussi de la résistance et comment d'autres avant nous ont constitué des modalités politiques, sociales, culturelles pour exister malgré tout dans un monde si violent. Et c'est un peu ces deux questions qui n'ont cessé de me travailler, que j'ai un peu converti en identité professionnelle d'une certaine manière, mais voilà, de toujours aller essayer de regarder du côté du passé, de se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant nous, dont on hérite qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, d'ailleurs, d'où comme ça le travail qui s'est fait et qui continue de se faire. Et qu'on ait de se faire avec des enjeux et des difficultés réelles, notamment sur le travail d'archives. Ça, on va y revenir, évidemment. On a envie de saisir un peu les objets desquels vous parlez. Toi, si, justement, tu as eu une première vie, tu viens d'un endroit. Aujourd'hui, tu es auteur et tu traduis beaucoup des textes. En général, les traducteurs, c'est souvent des gens qui ont quand même envie qu'on lise des textes qu'on ne peut pas lire. Ce travail-là d'écriture de ces 3 ouvrages, donc Écologie vivante, que j'ai fait sauter tout à l'heure, très bel ouvrage, aux éditions Cambourakis, comment il a commencé ce travail d'aller chercher des textes? C'est en fait finalement assez... Bon, bonjour à toutes et... Merci pour l'organisation de cette soirée. C'est évidemment, de manière un peu similaire à Antoine, je pense qu'il y a au bout d'un moment un enjeu qui se pose, en tout cas au passage à l'âge adulte, qui a été pour moi d'avoir eu énormément peur de l'histoire récente, notamment de l'histoire des années 80 et 90. Et d'avoir eu énormément de mal aussi à regarder l'histoire de l'épidémie. J'avais complètement occulté en fait une dimension historique, qui faisait aussi que par ailleurs je détestais l'histoire. J'ai fait des études de lettres, mais alors dès qu'il s'agissait d'histoire, j'avais énormément de mal à m'intéresser à ce processus de recherche-là. Et en fait, c'est venu plutôt sous la forme d'une frustration, de l'expérience d'un manque, notamment dans le cadre de mon militantisme, en tout cas d'activité militante au sein de la justice climatique, qui a abouti à l'écriture de mon premier ouvrage, où il s'agissait quand même d'essayer de théoriser, ou en tout cas de penser les formes de rapprochement entre un soin pour le vivant et la question sexuelle. La question sexuelle, la question de l'homosexualité... il y avait quelque chose d'une intuition et d'une frustration de ne pas me trouver dans les références qui circulaient, dans les histoires majoritaires, dans les formes d'histoire aussi hégémoniques qui étaient transmises par la théorie politique, par l'histoire politique écologiste, etc. Donc c'est né d'abord aussi d'une frustration et d'un manque, et puis très vite il y a une sorte de goût et puis surtout d'évidence à ce... je suis parti aux États-Unis et puis en fait j'ai découvert un centre
centre d'archives LGBTQI qui était celui de San Francisco. Et en fait, je pense qu'il y a eu une sorte... Alors, j'aime pas tout le temps dire qu'il y a eu des basculements. Je pense pas qu'il y a eu un basculement, mais en tout cas, il y a eu une sorte d'évidence à me trouver là et avoir envie de déplier, de commencer à aller chercher des histoires sur lesquelles je pouvais enfin me projeter et aller poser des questions à la fois militantes, théoriques, politiques, quand bien même les coordonnées politiques et économiques et sociales n'étaient pas les mêmes. Voilà. Et puis en fait, voilà, après on tire un fil et puis moi je trouve qu'il y a, je sais pas comment tu le sens, mais il y a une sorte de presque d'obsession. Enfin moi j'ai une vraie passion qui ne s'est pas démentie jusqu'à maintenant. Ce qui des fois aussi m'interroge un peu. On se demande évidemment dans quelle mesure la passion de l'histoire occulte aussi. Voilà, on s'enferme dans sa petite bulle. Non, mais alors, si réaction il y a, je la veux, mais c'est hyper intéressant. Cette histoire, on a presque l'impression, et je le dis en faisant l'avocat du diable, que c'est une histoire récente, c'est-à-dire que vous êtes des historiens qui traduisaient des textes qui ont parfois moins de 60 ans, en l'occurrence le texte de Karl Bittmann, c'est ça, c'est 60 ans. Et tu parles de ce centre d'archives que tu as découvert. Du point de vue de l'historien, du point de vue des sources, il vous manque des sources. Il y a presque un côté, on a l'impression qu'il y a eu l'idée presque d'un défrichage, alors qu'en réalité, pas du tout. Oui, effectivement, si tu parlais d'une obsession, moi je la partage au sens de l'impression sans cesse de découvrir des choses et d'être littéralement maniaque et obsédé vis-à-vis de ça, qui est lié à... dans ta première question, Zoé, tu demandais est-ce qu'il y avait des espaces pour ça. De fait, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça. Et en fait, c'est une véritable... Au-delà de nos propres manies et de nos propres identités, nos propres questionnements, c'est fondamentalement une bataille culturelle, politique et intellectuelle à laquelle on participe. C'est-à-dire dans un monde, dans des sociétés où ces histoires sont sans cesse effacées, où l'écriture même de l'histoire est une lutte, voilà, c'est la formule de Benjamin, ressassée jusqu'à la fin, que l'histoire est écrite par les vainqueurs, etc. Et que de fait, l'histoire est écrite par les vainqueurs et que donc il faut en permanence chercher à écrire l'histoire depuis des points de vue différents. Et donc de fait, ça ne s'arrête jamais parce que ces espèces de rouleau compresseur, qui est simplement la domination, et la manière dont elle se manifeste dans le rapport au passé, est omniprésent. Et que c'est plein de choses, c'est à la fois l'absence d'archives, l'absence de transmission, puisque même la transmission de l'histoire minoritaire est toujours une histoire avant tout communautaire, portée par des groupes ou des individus, mais c'est pas dans les musées qu'elle a lieu, c'est pas dans les programmes scolaires qu'elle a lieu, c'est pas à l'université où les études minoritaires sont extrêmement minoritaires et encore, enfin longtemps chassées et encore aujourd'hui chassées, etc., etc. Donc de fait, il existe des archives, il existe des travaux pionniers. On est loin d'être les premiers, mais au contraire, on s'inscrit dans les pas de d'autres, parfois de manière critique, mais voilà. Mais effectivement, c'est un combat sans cesse renouvelé. Alors justement, les deux objets que vous publiez sont hyper intéressants parce qu'ils répondent à ce désir, cette entreprise. Pour toi, Antoine, il y a ce roman graphique, Résistant queer, donc qui est quand même extrêmement différent de ce que tu as publié avant, qui étaient des livres de recherche, en tout cas le fruit de ton travail d'historien, qui sont donc illustrés avec pochette, avec cette couverture extrêmement attrayante. Et dans ce roman graphique, il faut choisir un début. C'est-à-dire il faut choisir un titre, déjà, et il faut choisir un début. C'est-à-dire à quel moment tu dates la question de l'histoire, justement, comment est-ce qu'on essaye de lui créer une histoire. Peut-être avant de rentrer là-dedans, on va parler de ce mot queer qu'on a choisi pour cette rencontre et qui est celui que vous avez choisi pour ce livre. L'un des deux points communs de votre livre et l'une des choses qu'on vit encore aujourd'hui dans l'espace public, c'est cet enjeu des mots, des dénominations, de la manière de décrire et de penser les identités, d'ailleurs, en retour. Toi, ton livre, en fait, il commence avec l'invention du terme homosexuel. Et là, en l'occurrence, il a fallu choisir ce mot queer. Alors, cet enjeu de langage, oui. Comment est-ce que ça s'est passé, le choix ? Le titre, ça a été beaucoup de débats, beaucoup de discussions avec Philippe Pochette, mon co-auteur, et puis les éditeurs. Et de fait, ce titre est pas forcément mauvais, mais arbitraire. C'était le moins mauvais ou le meilleur qu'on a pu trouver, au sens où cette bande dessinée revient sur l'histoire de l'homosexualité. Donc depuis la seconde moitié du 19e siècle, à partir du moment où apparaissent les mots homosexuel et homosexualité, inventés par des militants
homosexuels. Et toute une partie de la bande dessinée retrace cette question des noms et de la manière dont militants, intellectuels et simples individus n'ont cessé de se poser la question de comment se nommer, comment se désigner soi-même. Et qu'en fait, la critique même des noms, à savoir est-ce qu'il faut mieux se dire inverti, homosexuel, goudou, lesbienne, comment nommer la transidentité, etc. Ces débats qui sont très contemporains sont en fait extrêmement anciens. Et depuis même l'invention du mot homosexuel, les individus concernés se posent la question de comment se nommer. D'une part parce que les noms sont en partie donnés par le pouvoir, par l'instance qui réprime. L'homosexualité est en partie inventée par des médecins, par des psychiatres qui décrivent l'homosexualité comme une maladie, etc. Donc faut-il se nommer de la même manière que les médecins nous désignent Donc voilà, ce débat sur les... De même quand le mot gay se popularise dans les années 70, très vite des militants disent il ne faut pas se dire gay, il faut s'appeler autrement, etc. etc. Et qu'au même moment où il y a cette question de comment se nommer, il y a aussi cette question de qu'est-ce que le terme désigne et comment penser les identités, avec une histoire d'une forme de raffinement des identités où on parlait de mouvement homosexuel, de mouvement gay-lesbien, de mouvement gay-lesbien et trans, aujourd'hui LGBTQI+, et on pourrait ajouter d'autres lettres, qui sont autant de manières de désigner des nouvelles identités et donc de préciser la vision des rapports sociaux et de comment des individus sont à la fois subissent un certain rapport de domination et inventent une certaine identité de résistance. Ce qui était le premier problème, c'est qu'à partir du moment où les termes changent, on ne pouvait pas trouver un seul mot pour désigner tout le monde, puisque précisément, tout le monde a inventé des mots différents pour se nommer. On a choisi le terme queer du fait de son ambivalence. Queer, c'est à la fois PD en anglais, c'est à la fois un terme qui a été inventé ou popularisé dans les années 1990 pour justement dépasser les identités. Donc il a l'avantage de servir de terme un peu parapluie, de regrouper pas mal de monde et pas mal de groupes, même si c'est un terme qui est largement insuffisant. Et on cite par exemple dans la BD Judith Butler ou Léo Bersani qui, au moment même où le terme queer se popularise, tout en l'utilisant, il le critique parce que le terme efface justement la singularité des identités. Un gay n'est pas queer comme une lesbienne est queer, au sens où ils ne subissent pas la même chose, ils ne vivent pas la même chose, leur identité, leur culture ne sont pas les mêmes, de même qu'un trans n'est pas queer comme une lesbienne ou un gay. Donc voilà, c'est toute l'ambiguïté du terme. Il avait l'avantage d'être le plus large possible ou le moins étroit possible par rapport à l'histoire qu'on voulait raconter. Alors, évidemment, hyper intéressant. Là, il y a un écho, puisque le texte que tu as écrit à la suite de ta traduction de ce manifeste qui paraît en 69 et qui s'appelle, lui, un manifeste gay. Et le terme gay a toute son importance en 69. Quand ce manifeste est écrit par Carl Whitman, tu vas nous dire qui est Carl Whitman. Mais toi, dans ce contre-champ, où en fait tu parles de toi-même et de ton propre parcours, comme si finalement aller regarder le parcours de quelqu'un, ça obligeait à se regarder soi-même, ou en tout cas ça permettait de se regarder soi-même, voire de se raconter. Tu mets justement cet extrait, tu vas nous dire de quoi, de Carl Whitman. Pourquoi suis-je si mal à l'aise avec le mot fait ? Je ne suis pas du tout attachée à celui d'homme gay, tellement politiquement correct. PD, je préfère parce qu'il me distingue des hommes de la ville, qui pensent qu'ils sont comme les autres hommes, sauf pour ce qu'ils font au lit. Homosexuel est bien trop daté et clinique. Queer est mon favori, mais seulement dans la mesure où il est collectif. C'est un mot qui inclut également les Gwyn quand nous sommes toutes menacées. Ouais. Je pense que ça dit justement ce qu'expliquait Antoine, c'est que en fait, les trajectoires qui sont des trajectoires de militants ou de penseuses, ou en fait des vies aussi queer et gays, lesbiennes et trans qui parcourent le XXe siècle, ont à composer avec une pluralité de termes et d'identités. Et ce que là révèle Whitman dans un des passages, et j'en parlerai peut-être, on aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure, c'est qu'effectivement, lui, quand bien même il défendra ouvertement une idée d'une conscience gay, et va reprendre le terme et charger politiquement le sujet gay d'un rôle révolutionnaire, etc., ça l'empêche pas d'être lui-même, en fait, de se définir à un moment. Alors, là, il ouvre sur le terme de fait, parce que lui-même va être engagé dans un mouvement qui s'appellera celui des Radical Fairies au tout début, des fées radicales. Et voilà, lui-même construit en fait aussi son identité politique avec une pluralité de termes et réfléchit aussi stratégiquement
avec les termes qui sont disponibles. Quand il évoque le terme de queer, c'est justement parce qu'il se place aussi du point de vue d'une stratégie militante, de dire quels sont les termes qui vont nous permettre de faire des alliances, de parler d'une oppression sinon conjointe, sinon commune, en tout cas conjointe. Et moi-même, j'ai dans ce contre-champ masqué la figure du masque, à part la référence à Mishima et à Fanon, c'est aussi le fait d'avoir à composer, sinon à jouer avec une pluralité de termes qui ne sont jamais complètement satisfaisants et qui ne suffisent jamais, selon moi aussi, à définir les parcours des personnes qui nous intéressent, en fait, parce que en fait, ils sont aux prises avec énormément d'autres déterminismes et d'autres identités. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi beaucoup chez Whitman, c'est que Whitman est à la fois un militant gay des années 60, 70, 80, mais c'est aussi un militant qui s'interroge sur sa blanchité, sur sa classe, et qui du coup est sur son genre, et qui aussi va placer cette conscience gay à un endroit pluriel. Ouais. Alors justement, Carl Whitman, ce manifeste gay, il a eu quelle répercussion? Il est apparu, vous en parlez tous les deux en coulisses tout à l'heure, du fait qu'il a circulé un peu comme ça. Donc on est en 69, en fait on est juste avant les émeutes de Stonewall, qui sont un peu cette espèce de date qu'on retient beaucoup de l'histoire américaine. Et on va voir que des deux livres d'ailleurs, les deux livres racontent comment souvent ces grandes dates très symboliques, elles occultent une réalité beaucoup plus riche, des choses qui se sont passées avant, qui vont se passer après. Et il y a ce manifeste, et ensuite il y a Stonewall. Donc d'un coup, il prend une espèce d'ampleur. Mais qu'est-ce que ça a été ce texte? À quel point il a compté? Et justement, qui l'écrit? C'est qui ce Carl Whitman? C'est ce que tu essayes de nous raconter. C'est quelqu'un qui en fait déjà une grande culture militante, puisque lui, en fait, il vient de la gauche américaine, de ces fameux mouvements d'action des universités américaines qui naissent dans les années 60. Donc il est aussi très engagé, ou en tout cas il est très parallèle des mouvements d'action de la lutte des droits civiques. Et il se marie même avec une grande amie militante. Mais ensuite, il lui arrive ce moment où en réalité il y a une rupture. Il écrit ce texte. Il a quel statut ce texte? Il avait quel statut d'ailleurs pour vous deux, et notamment pour la communauté gay, ce texte de 69? C'est un peu difficile de répondre parce qu'on se demande aussi quand même parfois dans quelle mesure on fait une fixation à vouloir absolument cristalliser sur un texte en disant ça a été le texte. Non, en tout cas, pourquoi il me semble important et pourquoi il me semble cerner quelque chose d'un moment, c'est que donc, comme tu l'as dit, Carl Whitman, c'est un militant d'abord de la nouvelle gauche étudiante américaine, qui va être un militant antiraciste, en tout cas qui va s'allier en tant qu'étudiant au sein de son groupe qui s'appelait SDS, Students for a Democratic Society, à des mouvements étudiants noirs qui vont en fait ils vont mener des campagnes d'action, etc. Donc en fait, et ça va être aussi un militant antimilitariste opposé à la guerre du Vietnam, notamment, avant d'écrire ce texte. Et en fait, il a une trajectoire assez qu'on retrouve chez pas mal de trajectoires en fait de militants gays états-uniens, qui est celle quand même d'un passage par des mouvements de la gauche radicale et d'une difficulté, de la nécessité. Je crois que c'est ce que tu disais aussi dans ton livre sur Rockingham, d'opérer une sorte de fracture ou d'opérer une division pour ensuite se resserrer. Et il me semble que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va y avoir à bout d'un moment quand même une homophobie de leurs camarades de lutte quand même. Exactement. C'est un peu un problème pour eux. Mais qui se manifeste de plein de manières différentes sur des sujets politiques, sur le rapport à Cuba à l'époque, sur la manière d'octroyer de la liberté sexuelle aux hétérosexuels dans le groupe et de refuser l'homosexualité, etc., etc. Et donc lui, il écrit ce texte après avoir rompu avec son milieu militant, on va dire, et après avoir déménagé à San Francisco, ce qui évidemment là nourri de mille manières. Et donc du coup, ce moment-là est important parce qu'il se saisit en fait d'une histoire militante et d'une effervescence qui a en fait lieu depuis le début du XXe siècle et qui apparaît parfois par à-coups, qui est opprimé, réprimé par les pouvoirs politiques, mais il se saisit à la fois de ce qui a existé dans les années 50, qu'on va qualifier souvent par les mouvements homophiles et les premiers groupes lesbiens, mais aussi de cette effervescence à laquelle il a participé, à laquelle les mouvements noirs
notamment, et les mouvements étudiants noirs participent activement, qui est cette énergie, on va dire, de stratégie directe, plus confrontationnelle, mais qui est aussi un temps, c'est pour ça que je trouve ça toujours difficile de dire il y a un basculement avant-après, parce qu'en fait c'était déjà présent tout au cours de la fin du 19e siècle jusqu'à... Voilà. C'est le problème des découpes un peu arbitraires. Enfin, arbitraires. Ce qui est aussi un moment où le sujet politique gay et lesbien se pense aussi comme un sujet révolutionnaire, à même de transformer la société et de s'allier à d'autres groupes minoritaires et minorisés pour essayer de transformer la société dans son ensemble. Dans son texte, d'ailleurs, il fait la liste des gens avec qui il faut faire alliance. Et comment, même si, tout en listant les problèmes qu'on a. Le fait qu'il faut faire alliance avec les femmes, même si c'est compliqué, parce qu'elles sont défiantes, parce qu'elles ont vécu l'oppression masculine. Donc il fait toute une série de listes d'alliances. En ça, c'est très précurseur, et en même temps, il manque des choses. Bah oui, après, du coup, ça répond aussi à ce que tu me demandais juste avant, c'était que évidemment, il l'écrit à un moment où, juste avant les émeutes de Stonewall, entre guillemets. Alors ça, c'est pareil, on n'est pas complètement certain. Il y a quand même des ajouts historiques où on se rend compte qu'il y a eu des modifications, donc c'est difficile à nouveau de le dater véritablement avant l'été 69. Mais en tout cas, il met les mots. À ma connaissance. Et peut-être tu me contrediras là-dessus, j'ai l'impression qu'il met les mots dans le milieu états-unien sur cette sorte de radicalité, entre guillemets, politique qui est en train de se confirmer et de se visibiliser aussi dans l'espace public, différemment que l'avaient fait les groupes homophiles. Voilà. Oui. Alors attends, Antoine, justement, je rebondis sur ce terme de groupe homophile, qui est quand même une notion qui existe, à laquelle d'ailleurs Carl Whitman fait tout le temps référence, en disant qu'ils sont à la fois trop mous, qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais qu'ils sont là. Toi, tu en parles des groupes homophiles à la fois états-uniens et français. Qu'est-ce que c'était que cette idée, et dans quel contexte ce mot qui maintenant paraît de très loin, effectivement très loin de nous, c'était quoi ces groupes homophiles? Et après, j'oublie pas de répondre à la première partie de la question et aux questions qu'a posées ici. Les groupes homophiles, c'est les mouvements homosexuels des années, de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui apparaissent à la fin des années 40, à la fois aux États-Unis, au Canada, dans un certain nombre de pays d'Europe aussi, en France, avec le mouvement Arcadie, aux Pays-Bas, en Angleterre, tout ça. Voilà, qui sont des mouvements homosexuels qui se disent homophiles, avec le choix d'un terme qui évoque l'amitié, qui évoque aussi la Grèce, une forme de respectabilité, et qui sont des mouvements extrêmement importants de l'histoire de l'homosexualité, qui ont été pas mal marginalisés par les mouvements qui ont suivi, notamment les mouvements des années 70, et qui, alors, n'étaient clairement pas des mouvements révolutionnaires en tant que tels, voire des mouvements qui rejetaient une forme de politisation de l'homosexualité. Le sujet homophile est très loin du sujet PD des années 1970 ou de la fin des années 60, mais qui en même temps joue un rôle de premier plan dans la structuration d'une communauté, dans la construction d'une fraternité, l'invention de contre-culture. Arcadie, par exemple, en France, crée une revue dès 1954 qui est beaucoup diffusée, beaucoup lue, avant tout qui concerne l'homosexualité masculine, il faut le dire par ailleurs, mais qui permet à des individus de se sentir moins seuls, de se sentir appartenir à un groupe, de créer des liens. Arcadie organise des fêtes, des projections à Paris, etc. Donc voilà, c'est ça les mouvements homophiles des années 1950. Tu voulais répondre à la question d'avant. Sur le manifeste. Oui, on en parlait avec Si en coulisses, parce qu'effectivement, moi, j'avais croisé le manifeste quand j'écrivais ma biographie de Guy Hockenheim, donc figure des mouvements militants français, figure du Front homosexuel d'action révolutionnaire qui fait son coming out dans le Nouvel Observateur en 1972, etc. Et un ami d'Hockenheim m'avait donné une pile de documents d'archives, dont une photocopie du Gay Manifesto de Whitman, qu'avait ramené un militant français qui était allé aux États-Unis, qui avait fréquenté le Gay Liberation Front et qui avait ramené une copie comme ça du Gay Manifesto et qu'il avait fait passer à Hockenheim, qui n'était pas encore militant homosexuel à ce moment-là, le phare n'existait pas. On était sans doute fin 70, et en disant voilà, il y a ce document, ça peut t'intéresser, discutons-en. Ce qui est extrêmement intéressant de voir comment, de fait, il y a eu des circulations, on le sait, entre les États-Unis et la France et l'Europe.
En fait, l'essentiel de ce que je sais de Whitman, c'est grâce à toi, parce que sur le coup, j'avais pas forcément beaucoup investigué, mais c'est un texte qui est vraiment très beau et fascinant parce que qui est pour moi typique comme des textes d'Ockenheim ou des textes de militants du Phare, de militants et militantes du Phare à l'époque, c'est qu'on voit comment c'est aussi une réflexion en cours. C'est un texte qui est parfois contradictoire, parfois un peu agaçant. En même temps, il y a des choses très belles sur se poser la question précisément qu'est-ce que ça veut dire être homosexuel, qu'est-ce que ça veut dire socialement, politiquement, comment on fait quelque chose de ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé là en lisant la traduction, c'est la question de la fraternité. Et à plusieurs moments, il dit, ce qui est assez détonnant par rapport à les textes de l'époque, n'attaquez pas les homophiles, parce que même si on n'est pas d'accord politiquement, ce sont nos frères, et ne les attaquez pas de concert avec les hétéros. Et il dit la même chose des gays dans le placard, en disant on n'attaque pas les gays dans le placard, et on les attaque surtout pas avec les hétéros, ce qui est très intéressant comme question de comment créer une conscience de classe, en l'occurrence une conscience de classe homosexuelle, et comment la question de l'alliance est toujours une question compliquée, puisque vouloir faire advenir une classe, c'est créer une conscience de classe qui n'existe pas encore, et qui nécessite du coup d'inclure dans un même groupe des individus qui ne se pensent pas de la même manière, et avec lesquels on peut avoir des inconscients politiques ou sociaux tout à fait contradictoires. On peut penser qu'il est réactionnaire sur tel point ou tel point. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant de voir comment, en 1969, quelqu'un se pose cette question, et de fait, il vient des mouvements socialistes, des mouvements de la gauche, comme Ockenheim. D'ailleurs, c'est assez fou de voir le parallélisme des trajectoires. Ils sont tous les deux passés par les mouvements de gauche anti-impérialistes. Ockenheim, c'est la gauche post-guerre d'Algérie, forgée dans les luttes pour l'indépendance, contre le Parti communiste et les positions du Parti communiste, etc. Et en but à l'homophobie de la gauche radicale, des gauchistes, et aussi en but à la hiérarchie des luttes. C'est-à-dire qu'il y a la question de la classe, la lutte économique, et puis quand on aura fait la révolution et abattu le capitalisme, le reste viendra naturellement, ce qui conduit à rejeter aussi bien la politisation de l'homosexualité que la politisation de la question du sort fait aux femmes, du féminisme à un futur ultérieur. Alors ça, c'est passionnant. Alors le livre d'Antoine, c'est très très difficile d'en parler ici, puisqu'il est une telle richesse qu'on est obligé de picorer des événements comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'on est pile à ce moment de la question du coming out comme stratégie politique au moment. C'est dans ces années-là que se dessine ça. Alors ça, tu y reviens, et toi aussi d'une certaine manière, sur le fait que coming out, sortir du placard ne sont pas deux termes liés en réalité, parce que c'était pas coming out of the closet, c'était... Il y avait des gens dans le placard, mais le coming out, c'était en référence à la sortie des jeunes débutantes qu'on présente en société, donc qui se présentent à 16 ans en société. Ça a été c'était quoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a plein de stratégies politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce livre, ton livre Antoine, qui montre bien qu'il existe une histoire queer, si on veut retenir ce terme, qui concerne toute une foule de gens qui ne se pensent pas, et qui d'ailleurs tout au long de l'histoire ne sont pas du tout pointés du doigt de la même manière, qu'ils soient des hommes, des femmes, qu'ils soient considérés comme des invertis ou pas, etc. Et là, on est à un moment où il y a une vraie question de stratégie et aussi de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en coming out? Est-ce qu'on cherche aussi à s'imposer à la norme? Ou est-ce qu'on n'a pas la tentation, à un moment donné, aussi parce que c'est ce que dit Carl Whitman, mon homosexualité me fait regarder la norme d'une autre façon. Et si donc je dois remettre cela en cause, il faut tout remettre en cause. Il y a aussi cette tentative, cet espoir aussi, cette tentation de créer d'autres sociétés, c'est-à-dire pas nécessairement de conquérir la société actuelle ou de gagner la normalisation, mais plutôt de tenter d'autres expériences. Et notamment aux États-Unis, il y a les communes qui sont des espaces créés par les lesbiennes, qui sont les grandes oubliées de cette affaire. Et c'est un moment assez intéressant parce que finalement, ça paraît presque être ce qui va se passer, une grande révolution. En tout bon. Non, j'avais aussi envie de rebondir sur la fraternité, la camaraderie. Mais rebondis sur la fraternité, rebondis sur tout. Je vais perdre la question d'après, et du coup, je vais rester. Ouais. Donc, pour répondre sur la question du coming out, ce qui m'intéresse avec le texte du manifeste gay sur l'utilisation du coming out, c'est comme tu l'as décrit, l'idée d'affirmer dans l'espace public
une identité, ou en tout cas une sexualité, et de considérer que ce mouvement de visibilisation va participer au renforcement d'une conscience minoritaire et d'une conscience de classe, et aussi de liens. C'est-à-dire, et c'est ce qu'explique, je la refais. Ce qui explique Carl Whitman, c'est qu'effectivement, ça a un coût. Le coming out a un coût, et ce coût peut, entre guillemets, être rattrapé par le fait que derrière, cette visibilité-là pousse les membres qui, en fait, ont fait rupture avec leur milieu d'origine à se retrouver, à reformer une nouvelle communauté ou une nouvelle famille. En tout cas, c'est comme ça qu'il le pense et qu'il l'écrit encore avec une sorte d'intelligence militante, tout en reconnaissant, comme tu le disais, et c'est d'ailleurs quelque chose qui lui a été reproché par la cellule marxiste du Gay Liberation Front, qui a republié son texte 1 an après la première publication, de trop se concentrer, de trop donner de visibilité au processus du coming out. Et il me semble que quand même le texte de Whitman n'est pas aussi évident, injonctif vis-à-vis de la question du coming out, parce qu'il reconnaît aussi la diversité des parcours en fait, de l'époque, et la difficulté d'ailleurs à pouvoir être out. Alors il explicite pas forcément ces difficultés en lien avec les questions de classe, les questions de race, etc. Mais on sent que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a cette volonté, donc du coup je retombe sur mes pattes, de malgré tout de penser la question d'une camaraderie et du collectif. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, sur la question du mode de vie, moi je pense que la chose qui m'intéresse le plus chez Whitman, c'est non seulement qu'il y a l'idée d'une conscience gay, spécifique, politique en fait, et en fait qui a pour but de transformer véritablement, de s'attaquer au capitalisme, hein, quand même il faut le dire, et de s'attaquer en fait à l'organisation sociale qui est la sienne, mais il y a l'idée de faire émerger un autre mode de vie. Et je pense que c'est pour ça, et ça, j'aimerais bien un moment qu'on arrive à en parler ensemble, ici ou ailleurs, mais en tout cas, il y a la question du mode de vie où moi, je suis fasciné par ce qui se passe aux États-Unis, qui est effectivement cette sorte de possibilité pour certains militants et militantes, lesbiennes, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, se projeter dans l'idée d'habiter autrement et de créer d'autres formes de domesticité, d'autres formes de rapport à la terre, de créer une contre-culture totale. Et je pense que ce qui est très fort avec Whitman, c'est qu'il y a vraiment cette sorte de volonté qui va durer un certain temps, mais qui ne va pas durer toute sa vie, mais de faire émerger, de participer à l'émergence d'un temps communautaire collectif dans l'Oregon, à côté d'autres communautés lesbiennes, à la création d'un magazine alternatif, RFD, et de réfléchir aussi à sa consommation. C'est pour ça que c'est aussi dans la continuité de mon travail sur les écologies, c'est dans quelle mesure, depuis sa propre situation, il essaye d'inventer, mais ce que font en fait déjà beaucoup de militantes depuis la fin du 19e, dans les pays des Nord, en tout cas, d'essayer d'inventer, je ne dis pas qu'ils ne le font pas dans les pays des Sud, mais par contre, les conditions et la manière dont ça se tisse, parce qu'il y a aussi un aspect colonial dans ce rapport à la terre qu'on pourrait interroger, mais en tout cas, voilà, il y a des conditions qui font qu'il y a une tentative de tisser un autre écosystème, et souvent aussi en dehors de la ville, pas toujours, mais souvent qui nécessite aussi une forme de séparatisme. Et ça, il me semble que c'est aussi c'est un coming out, c'est un out of quelque chose aussi de géographique. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans le livre d'Antoine, qui est un livre où le récit est délégué par 3 personnes, ça c'est hyper intéressant, comment vous avez choisi, comment on fait un roman graphique pour raconter les résistances queer. C'est 2 garçons qui se rencontrent et puis ils rencontrent un 3e garçon, ou pas, et qui chacun prennent en charge une partie du récit. Tu vas nous dire comment vous avez choisi ça, mais il y a un des personnages qui dit « Mais oui, les gays sont toujours supposés complices du capitalisme, du ghetto, et on attend d'eux qu'ils montrent qu'ils sont réellement en marge, comme si pour être pleinement légitime à affirmer son homosexualité, il fallait ajouter anticapitaliste ou que sais-je. Les homosexuels auraient toujours à prouver qu'ils sont réellement contestataires. » Qu'est-ce que ce travail de recherche et qu'est-ce que ce livre dit justement de ça? C'est quoi cette injonction? Ou en tout cas, c'est cette lutte, parce que cette histoire, elle est très conflictuelle au sein même des identités et de ce qu'on pourrait appeler les minorités sexuelles.
Alors sur la première question, l'enjeu de la bande dessinée, c'était d'avoir un scénario, et donc il fallait trouver une histoire. Et l'histoire qu'on a trouvée, c'est effectivement deux garçons qui se rencontrent sur une application de rencontre qui s'appelle Proxinic, ce qui était une manière aussi de rappeler que l'homosexualité, c'est aussi de la sexualité, peut-être avant tout de la sexualité. Et puis le hasard fait que très vite, ils rencontrent quelqu'un d'autre, un personnage plus âgé qui est une folle, qui a transformé son ancien sauna gay en un espèce de musée de l'homosexualité et qui se lance dans une logorée, enfin ce qui permettait de poser plein de choses, la question de la transmission, la question de la conservation, aussi la question de la disparition des modes de vie. Je me rappelle, peu après avoir pensé à la question du sauna comme lieu, etc., parce que le sauna est un lieu important de l'histoire gay et très ancien, il y avait eu un reportage assez fascinant, je crois, sur Radio France, sur la fermeture des saunas post-Covid et le fait que les saunas gays n'avaient le droit à aucune aide, etc., ce qui était une vraie question. Aux États-Unis, à New York, les saunas ont été fermés au moment de l'épidémie du sida, etc. Donc c'est aussi la permanence ou la disparition de ces lieux. Donc c'est un peu comme ça que c'est nourri la trame de départ qui permettait de poser des questions, puisque là où la BD m'a plu, c'est que la fiction permet une forme de liberté et de jeter un peu comme ça des choses en se disant que ça résonnerait peut-être aux lectrices et aux lecteurs. La deuxième question est plus compliquée. Ouais. Ah, vas-y. Non, mais justement, sur cette question, finalement, sur cette histoire qui est conflictuelle. Oui, là, c'est parce que c'est justement ça ce qui est intéressant, mais problématique en même temps, c'est que de fait, depuis toujours, des homosexuels se posent la question de savoir ce qu'implique leur homosexualité et qu'est-ce que ça veut dire d'être homosexuel, jusqu'où il faut aller dans justement le choix d'un mode de vie. Est-ce que l'homosexualité, c'est un mode de vie en particulier ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait de son homosexualité ? En quoi l'homosexualité détermine et jusqu'où ça détermine ? Et de fait, il y a des réponses très contradictoires et très conflictuelles. Donc moi, en tant qu'historien, ça m'intéresse de voir la conflictualité évidemment de ces réponses. Moi, j'aurais tendance à souligner... Enfin, moi, et là, c'est plutôt politiquement, je pense que l'homosexualité politique ou la politique homosexuelle ne doit pas prescrire. Donc on n'a pas à dire, je crois, il n'y a pas un mode de vie qui serait homosexuellement contestataire. Et qu'en fait, il y a de multiplicités de modes de vie qui se posent la question de que faire de l'homosexualité. Quand tu parlais de cette question des communes, de la vie communautaire, moi je pensais à la phrase de Michel Foucault, il faut s'acharner à être gay au début des années 1980, et Foucault le pensait comme un rapport au monde, la pratique de l'amitié, le rapport aux autres, la construction de liens de solidarité, voilà, qui est une réponse parmi d'autres. Toujours est-il qu'en revanche, je me méfie de... je pense que je ne suis pas du tout pas du tout en désaccord avec toi là-dessus, mais plutôt en désaccord avec certains discours qui prescrivent la marginalité en disant être homosexuel, c'est être à la marge, il faut se méfier de la norme, il ne faut pas rentrer dans les normes, il y a une normalisation, etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, se normaliser, voire être récupéré, moi, c'est des termes qui ne veulent rien dire, ni socialement, ni politiquement. Et c'est aussi à ça que fait référence la discussion, de t'inciter un extrait dans la bande dessinée, c'est-à-dire que vouloir que les homosexuels soient en marge, c'est aussi le discours des homophobes qui sont bien contents que les homosexuels soient en marge et pas au centre. Donc du coup, voilà, il faut essayer de problématiser autrement cette question. Et de fait, il y a un désaccord dans le livre qui renvoie d'ailleurs, puisqu'on parlait de la... C'est un peu tordu, non ? Ça va ? Non, on prend les choses tordues, okay. On est d'accord, non ? Ce qui renvoie à la question des rapports entre en fait, la politique homosexuelle et la politique marxiste, de vouloir créer des hiérarchies et pourquoi les homosexuels devraient être anticapitalistes, même si je suis plutôt favorable à la critique du capitalisme, mais au sens, ça veut dire subordonner une lutte à une autre, en fait, et que précisément créer un mouvement homosexuel, c'est aussi créer un mouvement à partir d'une identité commune, qui est une identité sexuelle, quand bien même il y a des contradictions à l'intérieur de cette lutte et de ce mouvement. Et c'est évidemment des questions infinies qui ne cessent qui étaient déjà débattues en 69 et qui sont encore continuent de l'être très très fort aujourd'hui, quand même, on peut le dire. Si.
Après, par exemple, dans le cas de Whitman, ce qui est aussi assez intéressant pour faire écho à ce que tu viens de dire, c'est que en fait, la question de lui-même est très partagée. C'est-à-dire lui-même est pris en tension entre la nécessité de participer à l'émergence d'une conscience gay et d'un sujet politique gay, et en même temps la conscience qui est aussi la sienne de militant, d'être passé aussi par d'autres groupes sociaux, en fait s'inscrire aussi dans un désir d'alliance avec d'autres luttes, qui est celle plutôt d'une émancipation sexuelle globale. Et on voit bien d'ailleurs à plusieurs moments quand il parle de la bisexualité, il dit il faut qu'on reste, en fait on doit être homo jusqu'à ce qu'on n'ait plus à l'être. Et donc il est vraiment partagé, et on voit que lui-même parfois va rejeter des démarches que d'autres militants de son époque vont penser. Par exemple, l'un des cofondateurs des Faits, Harry Hay, qui lui va vraiment travailler à l'idée d'une sorte d'esprit gay transhistorique qui aurait existé sur tous les continents à différentes époques, etc. Et lui donner des noms divers, etc. Lui va être quand même un peu en résistance à l'idée d'une archéologie comme ça, d'un homosexuel éternel. Je ne sais plus si c'était... comment il s'appelle ce chercheur américain, John DiEmilio, qui mettait en avant cette expression. Lui va être vraiment pris entre ces deux pôles, entre le pôle de réouverture aussi et finalement de faire exister une homosexualité politique et des ambitions révolutionnaires, transformatrices et anticapitalistes depuis l'espace notamment de l'urbanité, mais aussi dans son quotidien, sans nécessairement accompagner un mouvement séparatiste qui durerait toute sa vie, etc. Donc il va déménager à la campagne, il va revenir sur la côte Est. Et moi, ce que je trouve intéressant justement avec les trajectoires sur lesquelles on travaille, c'est que ces trajectoires, elles sont extrêmement mouvantes. Et on voit bien que cette question, elle n'est jamais véritablement résolue, et qu'elle s'articule aussi à des besoins, à des temps d'élaboration, en vrai, si Whitman part à la campagne, c'est parce qu'ils ont trop de tentation avec son mec et qu'ils sont obligés de s'isoler de San Francisco. Donc, en fait, il y a des moments, il faut aussi le réinscrire dans des trajectoires intimes. Et je trouve que, en tout cas sur les personnes et les vies qui, moi, m'intéressent, c'est des vies qui sont bien plus complexes qu'une simple idéologie politique, tu disais, assertive, ou en tout cas prescriptrice. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis sur Whitman. Ça a été le cas d'Ockengame. Mais Ockengame, sur 10 ans, il a, je sais pas, de conception différente de ce que c'est qu'être homosexuel, de ce que doit être l'homosexualité. La même année, à 6 mois d'intervalle, il fait son coming out en revendiquant d'être homosexuel publiquement. 6 mois plus tard, il dit qu'il faut se défaire homosexuel et refuser le terme homosexuel. Il revient à une critique de l'affirmation homosexuelle, puis défend l'appartenance à une culture homosexuelle. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que précisément, c'est ce problème éternel. Que faire de l'homosexualité. Et c'est pour ça que la question dans la bande dessinée, la question du sauna est intéressante, parce qu'en fait le moment que tu as cité, c'est aussi cette folle qui a été une militante auparavant, dit quand j'étais un militant, j'étais contre le sauna et je dénonçais le capitalisme gay, et maintenant je vis dans un sauna, etc. Ce qui est de fait aussi une tension qu'on voit dans des textes des années 70. Est-ce qu'il faut dénoncer des lieux commerciaux gays, lesbiens, comme Whitman des lieux capitalistes? Whitman le fait tout le temps d'ailleurs. Hein. Whitman le fait tout le temps. Il dit le ghetto de San Francisco, il y a des gens qui s'enrichissent parce qu'on est là. Mais en même temps, en fait, un sauna, comme un bar, comme une boîte, c'est un lieu de résistance, de contre-culture, où des gens peuvent vivre, danser, rencontrer des amants, des amis, des amours, etc. Donc c'est là où la critique est plus complexe qu'elle ne peut en avoir l'air. Elle ne peut. Vous m'avez compris. Qu'elle ne peut apparaître. D'ailleurs, tu rappelles, il y a une très longue partie quand même sur cette France de la Belle Époque, si le terme peut exister, en tout cas juste avant, jusqu'à Vichy, de la fin du XIXe siècle, avec un nombre hallucinant de bains turcs. Ils étaient très très nombreux dans le Paris de 1890. J'aimerais quand même qu'on parle, parce que c'est absolument affreux comme le temps passe vite, et qu'on aimerait que vous, dans la salle, vous ayez le temps de passer les questions. C'est pas tout à fait terminé, ne vous en faites pas. Mais cette question finalement de la mémoire et de la conflictualité, on voit, elle est toujours prégnante, et ces questions-là, normes, être dans le ghetto, sortir du ghetto, imposer une nouvelle norme, ou au contraire créer un autre espace. La tension quand même constante, c'est que
C'est tout le paradoxe. Vous êtes là, il y a cette question de l'héritage, de la mémoire, qui doit être transmise et qui ne cesse d'être effacée, et qui en même temps, semble-t-il, qu'il est impossible, dont il est impossible de faire fi. Vous l'avez dit tous les deux, quand on est homosexuel, on a ce besoin. Il y a cette citation de Didier Héribon, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Vous citez Didier Héribon dans ce livre qui parle, en l'occurrence là, des victimes de l'épidémie, mais de globalement tout un passé. Dévianté par le passé de l'oppression, etc. Ouais. Qui est très belle. Je pose cette question parce qu'on est ici dans la Maison des Métallos. On peut avoir cette conversation. Ça fait pas si longtemps qu'on peut l'avoir comme ça. Et pourtant, quel est le statut de cet héritage, de cette mémoire? Je sais que c'est des questions que vous vous posez tous les deux, puisque toi, tu fais un roman graphique, mais qu'il y a une loi à l'Assemblée qui passe en mars, et que tu souhaites absolument en parler. Tu as publié 2 tribunes, mais ça montre bien qu'on n'est pas encore à l'aise avec ce passé et cette question en France. On ne l'est pas du tout. Car quel était le statut de l'homosexualité jusqu'à récemment, jusqu'en 82? On était encore sur un statut très compliqué, auquel Robert Badinter a mis fin, même si on l'a peu dit dans ses récentes géographies. Cette loi-là, est-ce que tu peux nous en parler et des enjeux qu'elle pose? Parce que la France dit souvent, mais oui, mais nous, on n'a pas pénalisé l'homosexualité. En tout cas, on l'a très peu fait. Au 19e siècle, d'ailleurs, vous montrez bien comment on n'arrête pas d'utiliser l'outrage public, parce qu'on ne peut pas utiliser autre chose, parce que c'est parfois beaucoup plus discriminé, voire beaucoup plus pénalisé dans notre pays. C'est quoi cette relation de la France à l'époque, mais surtout la relation de la loi aujourd'hui avec ce passé-là? Alors de fait, toute une partie de la BD revient sur cette histoire de la répression de l'homosexualité en France. Et effectivement, tu l'as dit, il y a eu quelques rires sur ce mythe qu'il n'y aurait pas eu de répression de l'homosexualité ou pas eu de pénalisation de l'homosexualité en France, ou que ça aurait été une toute petite période. Et effectivement, l'homosexualité n'a été directement visée par le code pénal que sur 40 ans, de 1942 à 1982, sous Vichy, maintenu à la Libération, et en fait la loi était en gestation dans les années 1930 déjà, donc c'est pas du tout une invention de Vichy, et la République était prête à le faire, qui créait un âge du consentement sexuel spécifique pour les relations homosexuelles. L'âge du consentement était de 13 ans en 1942 pour les relations hétérosexuelles, puis de 15 ans après, et il était de 21 ans pour les relations homosexuelles, ce qui veut dire que toute relation homosexuelle qui impliquait au moins un partenaire de moins de 21 ans était répréhensible par une amende et par de la prison. Loi qui ne disparaît qu'en 1982. Mais qu'en fait, par ailleurs, ce qu'on omet souvent de rappeler, c'est qu'avant 1942, il y a eu tout au long du 19e siècle une répression policière et judiciaire de l'homosexualité, avec un quadrillage incessant, des rafles, du harcèlement, des arrestations, qui d'ailleurs ne donnaient pas toujours lieu à condamnation, parce qu'on sait que la police aussi est autonome dans sa violence. La police commet des violences, quand bien même il n'y a pas de jugement ou de décision judiciaire derrière. Et il y a eu des dizaines de milliers d'homosexuels harcelés, arrêtés, voire condamnés, tout au long du 19e siècle, au début du 20e siècle, avant 1942, et encore dans les années 80, par l'utilisation de cet outrage public à la pudeur, qui est une incrimination extrêmement large. Et qui est d'autant plus ironique que parfois il n'y a évidemment personne. Oui, parce qu'on peut condamner quelqu'un pour outrage public à la pudeur si la personne a des relations sexuelles dans les backrooms, donc dans le noir, au sous-sol d'un bar où il faut être habillé comme un homosexuel pour rentrer. C'est une affaire pénale de 1977. Et le lien avec le présent, c'est justement ce qui pose la question aussi de la transmission ou des falsifications de l'histoire, puisque c'est bien ça dont il s'agit. C'est qu'une loi est examinée en ce moment, a été examinée en novembre par le Sénat et va être examinée dans 10 jours par l'Assemblée nationale, qui vise à faire réparation sur ces condamnations. Réparation purement symbolique, puisque le Sénat a écarté toute idée de réparation financière. Et cette loi est sinon mensongère, en tout cas lacunaire. C'est-à-dire qu'au moment même où il s'agit de prétendre réparer ces condamnations, la manière même dont la loi est écrite laisse de côté tout un pan de la répression de l'homosexualité, en se concentrant seulement sur 1945-1982 et en négligeant toute la variété des incriminations pénales, que ce soit l'outrage public à la pudeur, que ce soit les poursuites contre des militants. On parlait d'André Baudry, le fondateur du mouvement homophile. Il a été condamné à la fin des années 50 parce qu'il
diriger une revue homosexuelle. Et par exemple, cette condamnation, la France, dans l'État, ne va pas s'excuser, ne va pas demander réparation. Voilà, je peux parler des heures de cette loi, donc je vais m'arrêter là, mais en tout cas, il y a un vrai problème. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi qu'en fait, il y a quand même ce désir? Est-ce que c'est un désir ou un devoir, puisque cette loi, elle émane de quelqu'un, et en réalité, elle ne fait pas ce qu'elle prétend faire? Il y a une forme de méconnaissance de l'histoire de l'homosexualité qui est liée à la faiblesse de la transmission de cette histoire. Je n'accuse personne d'être ignorant ou inculte, mais il y a la faiblesse de cette histoire. Peut-être que cette loi permet aussi à certains de se donner bonne conscience à peu de frais. C'est-à-dire, c'est bien beau de se dire « Ah, c'était affreux, toutes ces condamnations pour homosexualité », ce qui permet de clore le problème. J'avais aussi posé la question à partir du moment où la France veut réparer ce qu'est l'homophobie étatique, en fait, où commence-t-on et où s'arrête-t-on? Est-ce qu'on peut juste dire c'est les condamnations pour homosexualité, mais est-ce que c'est le fait que des homosexuels n'ont pas eu accès aux mêmes soins, l'épidémie du sida, que des homosexuels n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, que des trans ont été persécutés par des décisions étatiques? Jusqu'où s'arrête-t-on, en fait, quand on décide de poser la question de la manière dont l'État a choisi d'apporter son soutien à l'exposition de vie à la précarité et à la mort, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et de fait, c'est une question vertigineuse à partir du moment où on la pose. Et puis, je crois qu'il y avait aussi ce que tu évoquais dans un des papiers, c'est la question géographique et aussi des territoires colonisés, qui est aussi absolument pas prise en compte dans le projet de loi. Ouais. Tu as raison de le noter. Je crois qu'il nous reste un peu des minutes, mais vous aviez envie tous les deux, je crois, d'évoquer quand même ce que ça fait, ce que cette question de la mémoire, là on parle exactement de cette proposition de loi qui entend faire quelque chose qu'elle ne fait pas très bien. Vous, c'est des questions que vous vous posez, parce que toi, Antoine, tu es prof à la fac, tu as écrit ces vidéos de Guy Hockenheim qui sont un travail de recherche absolument génial, qui est un livre imposant. Merci. À un moment donné, pourquoi faire une revue graphique? Qu'est-ce que c'est la réflexion? Ça veut dire, est-ce qu'il faut parler à plus de monde? Et toi, quelles questions se posent quand tu fais ce genre de traduction? On va finir avec un extrait de ce contre-champ, qui est un texte poétique. Tu traduis un texte militant, tu fais un boulot de recherche, de restitution. C'est le deuxième texte qui est une espèce de microbiographie à la fois de Carl Whitman et des forces en présence, qui nous parle de tout ce qui entoure cette période, de tout ce qui se passe, qui a été occulté, les rapprochements avec les Black Panthers, même si ça ne marche pas, le rôle des femmes, qui a été toujours très difficile, des femmes et des lesbiennes, ce qu'on a appelé le Stonewall trans, qui date de 63, dont on parle très très peu finalement. C'est que des choses passionnantes qu'on vous invite à découvrir dans ces livres qui, vous l'aurez compris, sont extrêmement riches. C'est très dur pour nous de n'avoir qu'une heure pour en parler. Mais toi, si ça te pose des questions, voilà, je voulais savoir vers où vous avez l'impression que vous êtes en train d'aller, vous, quand vous faites ce travail de passation, de transmission, et puis dans quel état ça vous met aussi. Bon, ça s'inscrit dans une continuité qui est celle de cette recherche autour des écologies déviantes. Donc voilà, ce travail de traduction, pour moi, c'est un geste nécessaire et qui me paraît cohérent vis-à-vis d'une démarche qui est celle de faire connaître, alors une histoire pas forcément des vaincus, mais en tout cas des oubliés ou des minorés de l'histoire. Et même s'il ne s'agit pas de retracer une continuité absolue entre tous ces récits-là, voilà, que ce soit Carl Whitman, Carpenter, etc., pour moi, c'est aussi nourrir alors aussi un imaginaire possible, montrer qu'on peut aussi se nourrir de ces récits-là sans nécessairement vouloir absolument les reproduire, parce que je pense que c'est complètement impossible par ailleurs de s'emparer de ces coordonnées politiques qui sont radicalement différentes, mais donc il y a quand même l'idée de tracer des possibles au présent, quand même, de tracer des possibles, de montrer ce qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ce qui a compté, qu'est-ce qui a été construit autour des politiques homosexuelles, du rapport au lien, la camaraderie. Et moi, je l'élargirais même du rapport au vivant, en fait, du rapport au vivant et aux soins du vivant. Je pense que ça s'est posé à différents moments pour différentes militantes. On n'a pas beaucoup parlé des lesbiennes et des personnes trans quand même. Donc il y a ça, et après là, évidemment il y a la question aussi de qu'est-ce qu'on produit. Moi c'est vrai que je travaille beaucoup autour d'histoires
de PD, queer, anticapitaliste. Donc il y a toujours le truc de qu'est-ce que je produis quand je produis un bouquin et comment il circule, à qui je l'adresse, avec quelle maison d'édition je le fais. Franchement, j'ai pas résolu parce que des choix militants amènent plus de précarité, des choix. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir tenir dans la durée sur des publications, etc. Donc moi-même, j'ai pas résolu cette question, mais du coup, je m'interroge aussi, voilà, sur les nouvelles niches éditoriales, le fait que quand on est, j'imagine, tu as dû le ressentir peut-être aussi, mais quand on est dans ces domaines-là, on se voit aussi proposer, voilà, beaucoup de choses liées parfois à la mémoire, etc. Et je me demande aussi quel récit on veut produire, comment on veut les raconter, moi, j'assume que c'est très subjectif, les choix que je fais, que ça a aussi un rôle politique. Mon but, c'est de visibiliser des initiatives politiques qui m'intéressent et que je trouve à mon endroit juste, en tout cas selon mes propres perspectives politiques, et importantes à faire exister. Voilà. Et après, sur le dernier point de réponse, sur la question de comment on le vit, moi, je trouve que c'est pas toujours facile, et pour ça que je trouve que la question aussi des archives et des espaces collectifs, moi, ça m'a fait énormément de bien d'avoir Mémoire des sexualités à Marseille, d'avoir cet espace collectif, quand même pour... alors même si ce n'est pas le moment de l'écriture, c'est encore un autre moment, mais en fait pour aussi pouvoir partager des histoires qui ne sont pas uniquement des histoires de violence, mais qui sont aussi extrêmement marquées par la violence, par la perte, par le deuil. Ce que je trouve plus dur quand on est seul, enfin là, cette histoire de Whitman, elle est marquée quand même par « Il meurt du sida ». C'est des histoires qui sont souvent aussi endeuillées, des archives endeuillées. Et je trouve que c'est des choses qui, parfois, moi, Bah, là, je pense que je vais faire une petite pause, par exemple. Ou en tout cas, je préfère parler du 19e. Ou voilà. Mais, et donc, c'est pas rien, ce geste de recherche. Enfin, on est aussi affecté par l'archive. Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu dans tes propres recherches, mais je trouve que c'est pas toujours évident. Et des fois, je m'interroge un peu sur ce que... Comment est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir à une dimension plus collective parfois, ou alors faire une petite pause et puis revenir ensuite. La question de la recherche et de l'archive, Ouais. Antoine, sur à la fois le rapport à l'archive et aussi la volonté de s'ouvrir, peut-être, ne serait-ce qu'en termes de format, et peut-être répondre à cette question un peu sous-jacente qui est... Il n'y a pas toujours un peu cette crainte de se dire je réponds à un marché de la mémoire où je vais aller sur une niche qui va arranger des gens, un peu comme cette loi peut le faire. Tu as donc 4 questions auxquelles tu dois répondre. L'archive, la niche, le marché. Que tu avais dit, où allez-vous quand vous travaillez? Et ça c'est plus facile, je vais entre mon lit et mon bureau. Donc ça c'est le plus facile. De fait, la résistance queer était une commande d'un éditeur et de 2 maisons d'édition que j'ai accepté avec joie, du fait déjà de la qualité de ces maisons et du dialogue avec elles. De fait, il y a un marché éditorial de l'homosexualité, du genre, des minorités. Aujourd'hui, moi j'avoue que ça m'embête pas trop. Personnellement, en fait, c'est pas que ça me fait gagner de l'argent, c'est que j'y vois l'occasion de mener des batailles. C'est-à-dire, puisqu'il y a un intérêt, comment on occupe des espaces, en sachant que si je me dis que si c'est moi qui les occupe, c'est peut-être moins pire que d'autres, ou qu'en tout cas, ça me permet de dire des choses que j'ai envie de dire et qui me semblent importantes de dire. De fait, écrire, c'est affreux. C'est vraiment difficile, c'est vraiment pénible. Mais c'est peut-être plus souvent la colère qui me meut. Je m'énerve beaucoup quand j'écris, un peu colère contre. Pour moi, écrire, c'est la manière de canaliser ma colère contre le monde. Hein. C'est contre se dire, mais qu'en fait, par exemple, là, j'écris plutôt sur l'histoire de l'art en ce moment, comment on peut dans des musées encore effacer l'homosexualité de tel artiste ou dire qu'un tel et un tel étaient colocataires, enfin voilà, c'est des choses comme ça, ça m'énerve beaucoup, je m'énerve devant l'ordinateur, mon mari me voit m'énerver, crier, etc. Voilà, ça fait partie de ma dynamique de travail, c'est plutôt pas mal. Disons que je le convertis en écriture. Après, je crois que tu m'as volé mes mots aussi quand tu dis que le travail c'est aussi pour nourrir des imaginaires. Moi, c'est effectivement le rapport au passé que j'ai par le travail historique, c'est-à-dire au fond, puisque c'est un peu mon métier, ce que je peux donner à mes lecteurs et à mes lectrices, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai accepté la bande dessinée, parce que ça permet de parler à d'autres lecteurs et lectrices que des lecteurs de gros livres un peu chiants avec des notes de bas de page et tout, c'est s'ouvrir à un autre public et une autre manière de faire récit. C'est que si j'ai peut-être une responsabilité
éthique pour moi, c'est de transmettre des choses à des gens dont je pense qu'ils sont concernés ou qu'ils doivent être concernés, et que l'histoire, ça permet de partager des problèmes, peut-être des solutions, en tout cas de montrer que des problèmes qu'on se pose sont en fait pas nouveaux, que d'autres y ont répondu avant nous, que des choses ont été faites, dont on hérite, qu'on le veuille ou non, dont on dépend, qu'on le veuille ou non, et que c'est aussi mettre en circulation des imaginaires, c'est nourrir les luttes politiques, nourrir nos modes de vie, nourrir tout ce qu'on construit au quotidien. Et je crois qu'il y avait une question que j'ai oubliée. Mais je crois que c'était déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien peut-être qu'avant que vous puissiez poser des questions, l'idée c'est qu'il y a aussi un bar qui est ouvert jusqu'à 22h, je le dis parce que l'échange pourra continuer et qu'il y a aussi des livres à acheter, qui sait, à faire signer. J'aimerais bien peut-être que Olivier Martineau, qui nous a invités ici, nous lise un extrait de ce contre-champ et que juste avant, tu nous présentes peut-être ce texte qui est un texte donc poétique qui survient après la traduction, après ta reconceptualisation. C'est quoi ce texte? C'est quoi ce contre-champ? Je sais pas. En fait, c'était... En fait, ce projet, au départ, ça devait être la traduction du manifeste et des petites notes. Après, on s'est dit non, en fait, il faut quand même mettre un truc de contexte. Et il faut que je prenne le temps de replacer aussi l'émergence de ce texte. Et puis, ça m'intéressait par ailleurs. Whitman n'était vraiment pas visible à la fois dans le réseau américain. Il y a très peu de choses sur lui, en fait, globalement, sur Internet et dans les archives. Bon, donc c'est devenu une deuxième partie, et puis il y avait aussi au départ une sorte d'accord un peu tacite avec mon éditrice, Juliette Rousseau, qui était d'essayer de le faire résonner, en tout cas de penser, comme on a essayé de le dire là aujourd'hui aussi, dans quelle mesure ce travail de l'archive et ce travail du passé produit quelque chose au présent, qu'est-ce que ça vient interroger. Et donc je m'étais dit que j'allais raconter mon parcours au début, et puis en fait j'étais incapable de produire un texte avec une visée politique, parce que déjà ça paraissait redondant, et en plus j'en étais incapable, je n'aurais pas pu le faire seul. Et donc ça a surgi sous une modalité un peu différente, peut-être plus ouvertement poétique, en tout cas avec une forme qui m'a permis de mettre un peu plus de distance, et puis surtout de ne pas me poser d'injonction à l'élaboration politique. Je pense que j'avais besoin de retourner à un endroit sensible, qui est à moitié mon parcours et en même temps parfois aussi les parcours d'autres personnes. Donc voilà, c'est un contre-champ et on peut le lire de mille manières, ce terme. Qui fait un récit. On prend un extrait de quasiment la fin qui raconte aussi à quel point le rapport conflictuel, il est conflictuel avec soi-même. Et c'est Olivier Martineau qui nous le lit. L'aube se lève sur l'horizon. Un bleu rose et brumeux précipite l'azur dans la mer. Ciel et mer sont pourtant deux entités bien verticales, une vieille histoire de perspective coloniale. Journaliste d'improvisation, depuis mon inconfort passager, je survole les vaisseaux, les quartiers et les campements de celles qui fendent un monde bâti sur leur sueur et sur leur sang. Je pourrais rester hors de portée, comme on me l'a appris, mais j'attends fébrilement du pouvoir de l'image et des mots qu'il amplifie l'alerte et fracture mon surplomb. Je comprends, bien que je n'ai jamais vécu l'exil, puisqu'être exilé, c'est être défait. C'est la perte violente et non choisie de tous les symboles vivants de l'identité. Est-elle Adnan? Que ma condition est celle d'une émancipation nécessairement retardée, que honte et fierté existent comme un moteur et un système qu'il faut trahir encore et encore. La forme d'alliance politique que je poursuis ne peut rester lettre morte, enveloppe vide ou patchwork à jamais décousu. Je n'y perdrai rien d'autre que ce que je souhaitais déjà quitter. L'aube se lève sur l'histoire, à la confusion du présent cède celle de l'archive, entourée d'étranges architectures, de panthéons et de sépultures branlantes, de héros et de saintes,
je suis en quête de modèles. Il y aurait tant à sauver, tant d'oubli. Les genoux dans la terre, des heures durant, à renifler, à déterrer furieusement le passé comme un chien affamé son os. J'aboie à la lune pour y entendre un écho. Je cherche des maîtres à penser qui me tiendront en laisse et m'indiqueront la marche à suivre. Seul, à quatre pattes, à raviver un passé dont les survivantes ne veulent qu'à moitié, je me gave le cœur d'archives endeuillées, obsédé par des pédales qui me ghostent, dont je compile compulsivement les traces. J'imagine les contours d'un monde où leurs amours, leurs révoltes et leurs enthousiasmes auraient été menés à leur terme naturel. La mémoire est une chose si liquide, si grise, si trouble, que je me demande si j'ai la passion des histoires qui finissent mal et des drames bien lisses, et s'il ne serait pas préférable de gérer ça à plusieurs. Bravo, merci beaucoup. Merci. Olivier Martineau, le Cerf Maupois, Antoine Didier. Je trouve que c'est une très belle manière. Est-ce que vous avez envie de... Non. Alors je vais déjà me faire ce plaisir, vous faire ce plaisir de vous dire qu'il nous reste une petite quinzaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez l'envie. Ayez-en l'envie, car cela mérite. Oui, il y a une question juste là, tout devant, au premier rang. Non, je ne sais pas. Il y a quelqu'un avec un micro, je crois, non ? Bonsoir. Oula, c'est trop bizarre avec un micro. Bonsoir et merci. Moi, je m'intéressais beaucoup à l'aspect universitaire et intersectionnel. Je voulais savoir si l'intersectionnalité de l'activisme queer à travers l'histoire, il est très spécifique aux universités américaines, ou alors si on l'a retrouvé dans d'autres mouvements qu'on a cités, ou d'autres encore. Et je m'intéressais aussi spécialement aux phrasés qu'il y a eu sur l'alliance d'autres luttes, et je voulais savoir en quoi consistait l'alliance entre les luttes queer et les luttes écologiques. Alors, que dire sur ce moment des années 70, des années 1970 qui nous a beaucoup intéressés, Si et moi, de fait, émerge cette question, alors qui n'est pas théorisée sous le terme intersectionnalité, qui n'existait pas dans les luttes politiques, mais de fait se pose en permanence la question des alliances, possibles ou impossibles, et de leur conflictualité. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, il est fondé avant tout par des femmes et avant tout par des lesbiennes, rejointes très vite par des hommes homosexuels, qui disent d'ailleurs l'importance du mouvement de libération des femmes, du mouvement féministe apparu quelques mois plus tôt dans la politisation de la sexualité. Et puis très vite, il y a des conflits internes sur à la fois la reproduction de la domination masculine au sein des groupes et sur les manières mêmes de penser la sexualité, la libération sexuelle, etc. De même que les lesbiennes, les militantes lesbiennes, ont eu beaucoup de difficultés au sein des mouvements féministes, notamment en France, mais pas seulement, à savoir quelle était cette femme, quelles étaient ces femmes que les mouvements appelaient à libérer, et comment il y avait un impensé et un inconscient hétérosexuel, des questions qui n'ont cessé de se poser et qui continuent à se poser encore. De même, par exemple, sur la question de la race, le Front homosexuel d'action révolutionnaire essaie de poser la question de la race, notamment via des publications sur la question des rapports sexuels, des rencontres sexuelles avec des non-blancs, ce qui donne des textes assez calamiteux sur les Arabes écrits par le phare, puisqu'au moment même où des militants homosexuels veulent poser la question de la race, ils ne font que reproduire un ensemble de représentations racistes en dépit de leurs intentions politiques progressistes, ce qui est par ailleurs un paradoxe très intéressant à étudier. Donc voilà, c'est comme ça que et en même temps, au moment même où ils le font, il y a des textes banalement racistes et en même temps une interrogation de second degré sur en fait est-ce qu'il n'y a pas un problème dans nos textes, etc. Voilà par exemple des manières dont des questions qu'on appellerait aujourd'hui intersectionnalité se sont posées. Je sais aussi que Ockenheim, dans un texte dans un de ses plus beaux livres, L'après-midi des faunes, pose la question
lui il parle de l'interpellation des luttes par une autre, et comment, contre l'idée de réunir toutes les luttes en une seule, au fond, je crois que par là, il visait ce qu'on appelle convergence des luttes, et lui s'oppose plutôt à l'idée de convergence des luttes, mais plutôt lui appelle à la prolifération des conflictualités, en disant il faut sans cesse qu'une lutte vienne interpeller une autre lutte, dans une idée qu'en fait il y a une invisibilisation permanente des questions, et que dès qu'un mouvement se crée, il faut qu'il y ait un autre mouvement qui rappelle ce que le précédent mouvement a laissé de côté. Voilà par exemple comment ces questions se posent. On revient aussi dans la BD, à un moment il y a autour d'une table un militant homosexuel, une militante lesbienne, une militante noire, une militante trans, qui reviennent sur leur histoire d'alliance et leur histoire de conflit, et comment leurs amitiés ont traversé ces situations politiques. Et la seconde question, c'était sur les liens avec l'écologie, les luttes écologistes. Ouais. En fait, c'est une des particularités peut-être de l'endroit qui m'intéresse, qui est que les militants ou les trajectoires qui m'intéressent, que ce soit Whitman ou celle sur laquelle je travaille actuellement un peu plus, à nouveau Edward Carpenter sur son autobiographie, c'est qu'évidemment les termes d'écologie, même d'environnementalisme, ne sont pas revendiqués comme tels. Donc là, ça va se jouer, on va dire, plutôt sur, dans le cas de Whitman, sur le développement d'un certain mode de vie. Alors, l'écologie ne se limite pas à un retour à la ruralité, je préfère le dire, mais en tout cas, il y a un déplacement vers l'espace de la ruralité dans l'Oregon. Il plante des arbres fruitiers, il recycle. Il y a tout un travail presque décroissant, en fait, qui va, une pratique décroissante qu'il va tisser. Donc pour moi, il y a une écologie du quotidien, ou de ce quotidien politique, pour reprendre l'expression de Geneviève Pruvot. Et puis il y a aussi la lutte qu'il va avoir à différents endroits, alors contre la déforestation, notamment dans l'Oregon, et puis ensuite contre les pollutions industrielles quand il redéménage sur la côte Est. Et finalement, j'en parle comme ça, comme lien à l'écologie, parce que évidemment, il va se lier avec des premiers groupes écologistes des années 70, notamment dans l'Oregon, mais il ne se revendique pas écolo. Il ne revendique pas et de la même manière, Edward Carpenter, donc, qui lui est bien antérieur, donc socialiste, libertaire anglais de la fin du 19e siècle, début 20e, lui non plus se revendique pas comme environnementaliste. Par contre, tout son mode de vie, de manière encore plus peut-être radicale, je sais pas ce mot, je le dis trop de fois aujourd'hui, mais bon, de manière encore plus poussée que Whitman, lui va aussi militer contre la pollution, en fait s'attarder à qu'est-ce que ça veut dire ce monde que j'habite, et comment j'essaye de défendre et de soigner, d'éviter que le vivant ne s'effondre, entre guillemets, même si là encore c'est le vivant. Mais il va s'interroger sur la nature, sur la notion de nature et le concept de nature, que ce soit la nature humaine ou la nature environnante. Donc souvent, ces trajectoires-là, on parle beaucoup d'écoféminisme, par exemple, mais les écologies déviantes, entre guillemets, sur lesquelles je travaille, ne se sont pas revendiquées comme telles. C'est pas un courant d'écologie queer, c'est vraiment assez tardif, par exemple, que cette expression d'écoféminisme queer ou d'écologie queer est émergée, en fait, que ce soit dans le champ universitaire ou militant. Je vous remercie. J'ai oublié un terme qui était la clé dans ma question. J'espère que je ne prends pas trop de temps. Je voulais aussi demander par rapport aux rencontres entre les luttes queer et les luttes pour... le terme, c'était pacifiste, donc tout ce qui était la guerre au Vietnam, etc. Comment est-ce qu'elles se rencontraient aussi, ça m'intéressait. Comment elles se sont rencontrées? Je crois que tu l'as dit, Carl Whitman, il venait de là, en grande partie. Pas que, mais il était un peu là-dedans. Une partie des mouvements étudiants, notamment de la Student Democratic Society, sont de toute façon aussi des mouvements qui sont marqués par la guerre du Vietnam et qui vont militer contre l'impérialisme américain et la guerre du Vietnam. Et puis lui, ensuite, quand il arrive à San Francisco, et je m'arrête là, il déménage dans une commune antimilitariste. Et d'abord, avant d'intégrer des mouvements gays, en fait, il va faire le tour des États-Unis, aller au Canada pour en gros lutter contre la conscription militaire, dénoncer le système de conscription militaire, etc. Auquel les Noirs échappent moins facilement que les Blancs. Et puisqu'on parle d'intersectionnalité et de conflictualité, ce qui est aussi intéressant dans ton travail ici, c'est que
c'est avec aussi le désir de faire une critique de certains discours écologiques ou écologistes, ou peu importe comment on appelle, la fixation sur la nature, la naturalité, des formes de biologisation, de fétichisation de la maternité, de la terre nourricière, etc. Et que c'est là aussi où se niche la question de formes d'intersectionnalité ou de formes de conflictualité, d'interroger une lutte ou un mouvement, un ensemble d'idées à partir d'une autre lutte. Parce que ce que en fait résonne aussi avec ce mouvement de la fin du 19e siècle, en fait déjà les concernés à la fin du 19e siècle s'interrogent sur comment on définirait le rapport à la naturalité, quelles sont les sexualités qui pourraient quand même intégrer. Alors même si souvent dans la terminologie et l'imaginaire de l'époque, en fait il faut renaturaliser pour dépathologiser entre guillemets. C'est le cas d'Edward Carpenter qui va dire c'est tout aussi naturel, etc. Ça existe dans la nature contre l'aliment, contre nature. Puis c'est aussi de rentrer dans des logiques de normalisation, de respectabilité parfois, mais pas uniquement. Bref, oui, mais c'est un autre champ de discussion, mais oui, ça fait partie du... Alors, merci. Est-ce que nous avons une autre question dans la salle? Oui, elle est juste là, en haut, ici, tout en haut, vers la gauche. Bonsoir. Ah, il y en a une deuxième, pardon. Oui, nous sommes désolée. aveugles. Bonsoir, merci beaucoup pour ces dialogues très intéressants. Vous avez commencé à mettre en question et à parler des termes. Et on a beaucoup lutté pour défendre d'éviter l'utilisation du mot homme majuscule pour définir la personne. Est-ce que ça vous dérange d'utiliser les mots homosexualité pour définir des sexualités des personnes tellement différentes? Et connecté à cette question, vous avez parlé d'intersectionnalité, et vous avez cité le racisme, le capitalisme, d'autres intersectionnalités, mais vous n'avez pas cité les patriarcats. Et je voulais savoir si dans vos livres, vous abordez cette question. Merci. Oh là là, alors peut-être que le terme homosexuel, qu'est-ce qui vous évoque? Et peut-être parce qu'il revient très longuement sur la création, l'utilisation, puis la revendication du terme homosexuel. Oui, la question c'était est-ce que ça nous dérange? Non, enfin moi ça me dérange pas, au sens il y a toujours cette question, je crois que tu le disais, ou c'était dans l'extrait, homosexuel sonne toujours clinique, et de fait les militants homosexuels se posent la question est-ce qu'il faut se dire homosexuel ou pas. De fait le terme est là, le terme a une histoire, donc moi il me dérange pas, même si je peux l'utiliser d'ailleurs pour moi-même, et pour des mouvements qui se définissent eux-mêmes comme homosexuels, sachant que ce qui m'intéresse c'est la manière dont le terme s'est pluralisé, c'est-à-dire comment on disait mouvement homosexuel, comment ce mouvement est devenu mouvement gay et lesbien, mouvement LGBT, LGBTQI+. Donc moi c'est ça qui m'intéresse du côté de l'histoire, sur ce terme homosexuel dont beaucoup de générations ont voulu se défaire et qui en même temps est resté parce qu'il permet aussi de dire et de montrer quelque chose, en l'occurrence l'homosexualité et le désir pour deux personnes du même sexe. On n'a effectivement pas utilisé le mot patriarcat, il est dans la bande dessinée et dans le livre aussi, dans le fait effectivement où on revient sur cette question des alliances avec le mouvement féministe, de la question même dont la critique du patriarcat a nourri la manière dont les mouvements homosexuels, appelons-les comme ça, ont pensé qu'est-ce qui produisait la domination sexuelle, etc., etc. Donc de fait, le terme est présent. Le patriarcat, non. Et puis après, mais la question des relations avec les femmes et les lesbiennes, vous entrez d'entrée de jeu dans le livre, vous dites que d'une part, les lesbiennes sont encore plus individuelles. Elles ont le double effacement parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont homosexuelles, et aussi parce qu'à certains moments, elles dérangent moins que les hommes, évidemment, mais essentiellement pour les deux causes. Et Carl Whitman, il se pose beaucoup cette question. Et il se pose cette question aussi. On sent ces rapports qu'on connaît et qu'on connaît moins, mais ce que la lutte doit au mouvement d'émancipation des femmes. Et aussi, on est en 69, il y a déjà eu des problèmes, puisqu'il y a encore un sexisme, on dirait ça aujourd'hui, d'une partie de la communauté homosexuelle et des militants homosexuels. Qui s'exprimait ou qui s'est exprimé, qui soit revendiqué ou pas. En tout cas, Whitman est très traversé par les luttes féministes.
il a un rapport en fait assez ambivalent, c'est qu'à la fois il va reconnaître sa dette à la fois à l'importance des stratégies antiracistes et des mouvements antiracistes de son époque, et en même temps aussi aux stratégies féministes qui sont en train de se tisser, et beaucoup l'interroger aussi dans quelle mesure ça constitue aussi une inspiration pour le mouvement gay. En même temps, là dans les textes auxquels moi j'ai eu accès, qui ne sont absolument pas l'intégralité de ce qu'il a écrit, mais qu'une infime partie, j'ai l'impression que très vite il se positionne plutôt sur la question de l'alliance avec les féministes lesbiennes, et c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire il y a une forme de défiance, mais qui, je pense, est aussi liée aux discussions qu'ils peuvent avoir, notamment autour de, c'est ce qu'il évoque dans son manifeste, autour des questions de l'érotisme gay. L'érotisme gay, des jeux de domination-soumission, de la manière dont, en tout cas, il analyse la construction de l'homosexualité, enfin, en tout cas, des sexualités masculines et féminines, les injonctions qui pèsent sur un groupe social plutôt qu'un autre, et la manière dont, en fait, ces érotismes-là ne se sont pas construits de la même manière. Et donc il va y avoir une sorte de... il met en avant une tension qui de toute façon est récurrente après dans énormément de discussions, de conflits. Voilà. Et puis après, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est évidemment le lien que lui a avec les femmes de sa vie, parce qu'il y en a plusieurs. Sa cousine qui a participé à l'ouvrage et qui malheureusement disparu avant la fin de l'écriture, et puis sa tante qui elle va aussi faire partie des mouvements féministes de retour à la terre, et en fait il va la faire venir avec sa compagne, et puis elles vont vivre avec lui pendant un temps, il leur construit une sorte de yourte, voilà, bon, c'est pas très original. Et puis après, elles vont aller ensuite, en fait, dans l'écosystème de l'Oregon, en fait, lui est entouré de groupes de femmes et de groupes de lesbiens, ou ce qui se revendiquent pas toujours lesbiens, mais en tout cas de groupes de femmes qui vivent ensemble, et quand même une grande partie ont des relations lesbiennes. Et on voit qu'il déplore, lui, il est en admiration, en tout cas, il est en... On sent qu'il déplore la difficulté qu'il a, lui, à tisser un équivalent, un écosystème aussi viable sur la durée, et aussi nourri de passages. Et voilà. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'une ambition qu'il n'arrive pas à faire exister de la même manière que ce qu'il observe dans la communauté lesbienne autour de lui. Et ça me semble intéressant. J'arrête là. Parce que ça dit aussi... peut-être des besoins un petit peu différents, et que malgré tout, ce que produit Whitman reste quand même relativement minoritaire dans le minoritaire. En tout cas, moi, ça m'interroge de pourquoi, par exemple, il y a eu des communautés de femmes et communautés lesbiennes dans l'Oregon et dans les espaces ruraux aussi vivaces, aussi durables, là où les communautés gays rurales ont, en tout cas dans ce que j'ai, et certaines existent encore, ont été... alors évidemment l'épidémie de SIDA joue, mais en tout cas ont duré souvent moins longtemps et n'ont pas fait émerger le même écosystème que, voilà. Donc ça aussi, ça a une place dans l'ouvrage. On a le temps pour une question et demie. Alors, il y a 1, 2, 3 voix. On ne vous voit pas, donc ça va être un peu arbitraire, les amis. Je vais rebondir sur la question du vocabulaire. On a parlé du fait que le vocabulaire soit assez mouvant, qu'à chaque époque, on réinvente un peu des manières de se nommer, et la difficulté de la transmission. Et moi, dans ma transmission de l'héritage queer, qui est la contribution à Wikipédia, on a souvent la question du vocabulaire, et justement de savoir bien définir, ça rend difficile la transmission parce que les mots vont bouger. Et est-ce que vous avez réfléchi à ceci? Donc, est-ce que c'est parce que le vocabulaire bouge que la transmission est difficile, ou est-ce que c'est parce que la transmission est bloquée qu'on n'arrive pas à avoir un vocabulaire qui est commun et un peu pérenne? Deux très bonnes questions, mais très vastes questions. Alors peut-être que moi j'aurais tendance à dissocier, mais de fait la question du vocabulaire, par exemple, moi m'intéresse quand j'écris sur des gens morts dont je sais qu'ils étaient en couple homosexuel ou en couple lesbien, par exemple, et qu'en même temps ils n'ont jamais affirmé une identité
au sens qu'ils n'ont jamais dit je suis homosexuel ou je suis lesbien, voire parfois ils ont pu donner des signaux inverses, de dire je ne suis pas homosexuel ou je ne suis pas gay, mais qui est moins une manière de dire qu'ils n'étaient pas amoureux de personnes du même sexe ou ne vivaient pas ou ne couchaient pas avec des personnes du même sexe, que de mettre à distance une certaine idée qu'ils avaient de leur identité politique. Et par exemple, moi je travaille sur des gens qui étaient nés dans les années 1910-1920, qui n'étaient pas du tout des militants, et qui ont été par exemple largement interpellés, des personnes parfois célèbres, interpellées par des générations suivantes militantes, qui leur reprochaient d'être dans le placard, de ne pas dire qu'ils étaient gays ou lesbiennes, en l'occurrence. Et du coup, il y a une mise à distance comme ça de l'identité, quand bien même on sait qu'ils avaient des relations amoureuses, sexuelles, sentimentales, etc. Est-ce qu'il y a une vraie question de l'écriture, c'est-à-dire comment, de ce rapport compliqué aux catégories, comment parler justement d'une personne, alors peut-être même qu'elle ne se reconnaîtrait pas dans ce que l'on écrit. Dans mon livre sur les archives LGBT, c'est une question aussi qui m'avait importé. J'avais utilisé des photos collectionnées par Sébastien Lifshitz, le réalisateur, qui collecte des photos vintage, anciennes, où il reconnaît des couples gays, des couples lesbiens, ou des groupes d'amis gays, des groupes d'amis lesbiens, des groupes trans, etc. Et je me posais la question de comment, puisqu'on ne sait rien des personnes qui sont photographiées, qu'on les inclut dans une histoire, comment parler justement de ces personnes qui peut-être diraient, mais en fait pas du tout, nous n'appartenons pas à cette histoire, nous ne voulons pas être associés à ça. Et de fait, c'est une question dont il faut trouver la résolution dans l'écriture. Par exemple, moi, les gens sur lesquels j'écris en ce moment, en fait, peu importe pour moi qu'ils soient gays ou pas, au sens qui compte pour moi, c'est qu'ils ont eu des relations homosexuelles et surtout qu'ils ont vécu dans une société qui, parce qu'ils avaient ces relations-là, les considérait d'une certaine manière, en l'occurrence d'une manière homophobe, et qu'ils étaient en but à l'homophobie ou à la lesbophobie, ce qui permet effectivement de dépasser la question de la manière dont les identités sont pensées dans des contextes historiques, mais aussi culturels et aussi géographiques. On parlait tout à l'heure en coulisses du livre de George Sonseg à New York, qui montre très bien ça, comment en l'espace de 50 ans, on ne se pense pas du tout de la même manière dans une ville comme New York. Et de fait, écrire l'histoire de l'homosexualité ou l'histoire LGBT oblige à prendre en compte la manière même dont les individus se pensaient dans des contextes spécifiques, ce qui alimente de fait beaucoup de conflits. Des individus qui ont pensé leur sexualité dans un contexte donné peuvent ne pas comprendre des nouvelles identités, des nouvelles manières de penser sa sexualité et tout ce qu'elle implique. Ce qui est une question cruciale, comment justement créer une alliance pour surmonter ces difficultés, on va dire, ces compréhensions, voilà. Ça, c'est un super livre dont vous connaissez bien l'existence tous les deux, mais qui est un livre de 94 sur le gay New York et la manière dont les gens s'appellent, se nomment, se reconnaissent, les catégories. C'est absolument passionnant parce que c'est effectivement des termes, des catégorisations qui sont extrêmement loin de nous, en tout cas qui nous paraissent parfaitement arbitraires ou très différentes de celles dont on peut se revendiquer. Si, tu as une... Non mais Wikipédia, c'est une bonne question parce que Wikipédia en plus. Antoine, après, c'est vrai que les personnes sur lesquelles, en l'occurrence, Edward Carpenter se reconnaît dans une multiplicité de termes, membre de la classe intermédiaire ou du sexe intermédiaire, dans lequel en fait une pluralité de rapports au genre, à la sexualité, en fait, sont comprises. Et ça, on pourrait en parler du coup, si l'homosexualité prend toute la place, qu'est-ce que ça efface? Parce qu'en fait, Carpenter comprend déjà dans la classe intermédiaire d'autres rapports en fait de transité, etc. Donc moi, j'utilise les termes, j'essaye de reprendre les termes qu'il utilisait, mais parce que aussi, quand je travaille sur lui, je raconte sa vie. Et donc je reprends le terme d'uraniste ou d'uranien en fonction des traductions. Homosexuel, il l'emploie pas. Et donc après, c'est vrai que j'imagine que sur Wikipédia, ou même quand on demande de faire des quatrièmes de couverture, marketing oblige. Non, mais c'est compliqué, c'est une vraie question. Après, moi, ça me dérange pas que j'ai pas besoin de termes pérennes, parce que, comme l'a dit Antoine, en fait, ces identités, elles sont le fruit d'une époque et d'un contexte. Et puis souvent, ces identités, comme tu l'as dit aussi, coexistent avec de multiples autres rapports à des sexualités non reproductives, de personnes qui ne sont pas définies comme homosexuelles, des personnes qui avaient un autre rapport à leur genre, etc., et qui a pu
avoir aussi d'autres rôles sociaux, etc. Donc moi la pluralité, je trouve ça plutôt bien. Par contre, pour une fiche Wikipédia, j'imagine que c'est pas évident. Ouais. On peut faire une mini dernière question avec une réponse rapide et après mon rôle sera extrêmement triste, ce sera de mettre fin à cette rencontre. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et puis, donc ma question, c'est, je voudrais reprendre le terme que vous avez utilisé au début, et c'est que faire de son homosexualité aujourd'hui. Et vous avez bien mentionné que le militantisme a changé, qu'aujourd'hui on ne vit plus dans la même époque. On a aujourd'hui, par exemple, la question de cette loi qui s'impose. Nous, ce soir, et les groupes avec lesquels je viens, c'est dans une démarche d'entreprise pour l'inclusion de travailleurs LGBT. Donc ma question, c'est celle-là, c'est que faire de son homosexualité aujourd'hui pour continuer à contribuer à l'histoire. Oh, waouh. C'est une réponse, c'est une grande réponse. J'ai une réponse courte, mais dont je conçois par avance qu'elle est insatisfaisante. C'est que c'est à vous toutes et vous tous, autant que vous êtes concernés, que vous voulez vous sentir concernés, de choisir que faire de votre homosexualité, si tant est que vous reconnaissez ou vous identifiez dans le terme. De fait, il y a une pluralité de choses à faire de son homosexualité, mais vous aurez compris que je suis rétif à prescrire et à normaliser, donc je vous laisse le choix de la réponse. Pardon, je botte en touche. Moi, sans prescrire, mais je donnerai une citation de Whitman qui explique comment il en est venu à militer, qui en fait ressemble un peu à ce hoax qu'on entend tourner sur Jean Genet, parce que je suis PD, etc. Whitman, il dit la même chose. Il dit que, en gros, s'il a eu du mal, il a dû en passer par la compréhension d'autres expériences de violence pour en revenir à la conscience et à la possibilité de conscientiser la violence que lui avait subie. Et en fait, il y a quelque chose d'une sorte de cercle, de circularité aussi dans la lutte et dans les formes que les expériences de violence ne sont pas les mêmes, mais elles créent une sorte d'éthique minoritaire. Et moi, je trouve que s'il y a, en tout cas c'est comme ça que je le poserai depuis mon endroit, s'il y a un endroit... ça veut dire aussi qu'on a à s'interroger sur la manière dont on conscientise les violences qui s'abattent sur nous, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses pour beaucoup de personnes, j'imagine, dans la salle, et de multiples manières, et puis aussi sur celles que traversent d'autres vies, et là aussi le gouvernement comme les politiques actuelles ne se privent pas. Voilà. Donc je pense que la montée du fascisme en ce moment peut quand même nous indiquer des voies, aussi. Et on se quitte sur la montée du fascisme. Non, on ne se quitte pas que sur ça. On se quitte sur l'éthique minoritaire. Et l'éthique minoritaire. C'est aussi une éthique de plaisir, de jouissance, de manière d'être avec les autres, etc. C'est pas une prescription uniquement de il faut aller être antifa. C'est aussi ce que disent Carpenter et puis en fait Hockenheim et puis ce que Whitman, pardon, j'arrête. C'est aussi quelque chose d'une éthique de la joie. On se quitte sur l'éthique de la joie. Voilà. Merci beaucoup Antoine Hédier, merci beaucoup Cécile Cerf-Maulepoix. Merci à vous tous d'avoir été là. Gardez en tête que les livres sont en bas au stand. S'ils ont la force, ils pourront même en dédicacer un ou deux. Le bar est ouvert, vous pouvez aussi vous jeter sur eux gentiment. Merci beaucoup.